Moi, je suis Judith, je suis maman de 2 enfants, dont un petit garçon qui a 7 ans et demi et qui est porteur d'un syndrome génétique rare qui provoque un polyhandicap. Et je suis aussi enseignante spécialisée. Actuellement, je ne travaille plus en classe, mais ça compte encore quand même beaucoup dans ma vie. Alors, mon rapport avec le handicap a été pendant longtemps très lointain. J'ai un souvenir d'une rencontre quand j'avais une dizaine d'années avec un adolescent qui avait une trisomie 21 et ça m'avait bloquée. J'avais été bloquée, j'avais pas réussi en fait à lui parler et je me souviens très clairement parce qu'en même temps que j'étais bloquée, je m'en voulais beaucoup et j'avais bien conscience que c'était pas cool quoi pour lui. Et puis après mon arrivée à moi dans le monde du handicap, alors pendant ma grossesse, j'y avais pensé, pas pendant ma première grossesse pour ma fille, mais pendant ma deuxième grossesse pour mon fils, j'y ai pensé. Et je lui ai même dit une fois que je savais qu'il y avait un problème et que ça se passerait bien. Et puis j'en ai surtout parlé à personne, parce que je pense qu'on m'aurait dit que c'était n'importe quoi. Force est de constater que c'était pas complètement n'importe quoi. Donc on a été dans le monde du handicap tout de suite à la naissance, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. C'était des moments très très compliqués. Mais après, ce mot-là, il n'a pas été utilisé tout de suite en fait. Il y avait un retard, il y avait une grosse difficulté. Et puis moi, à un moment, j'ai eu besoin de le poser en fait. À un moment, ça a été beaucoup plus simple quand on me demandait des nouvelles de mon bébé, de dire il a un polyhandicap. Un bon souvenir du début, je vais prendre le tout début, les premiers jours. Je pense que le meilleur souvenir, c'est l'arrivée de sa sœur à la maternité, qui m'avait dit, 3 jours avant, qui m'avait dit tu choisis pas ce prénom, c'est horrible. Et qui, quand elle est arrivée, je lui ai dit alors finalement, t'en penses quoi de ce prénom? Et elle m'a dit c'est trop mignon. Non, j'ai ce souvenir, c'est sans doute ça le souvenir le pire en fait. J'ai ce souvenir à un moment de m'être posé, c'est horrible, de m'être posé la question de ce qui faisait le fait que je l'aimais. Parce que pour ma fille, il y avait tellement de choses en retour que la question se posait pas. Et que là, j'avais l'impression de ne rien avoir en retour, d'autant plus que quand je le prenais dans mes bras, c'était pire, il pleurait plus fort. J'ai essayé des écharpes de portage qui avaient très bien marché avec sa sœur et lui c'était pire, il pleurait plus fort. Donc j'avais pas du tout ce rôle de réconfort, j'ai mis longtemps à le trouver en fait, ce rôle de réconfort avec lui. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien quand il est arrivé. Il y en a sûrement plusieurs, des professionnels qui m'ont fait du bien. Alors il y a eu l'orthophoniste que j'ai trouvé. Parce que j'avais contacté cette association nationale qui m'avait orienté vers les communications alternatives et améliorées, et ça m'avait semblé une telle évidence que mon fils ne parlant pas, il fallait lui trouver une façon de dire des choses, et ça m'avait paru tellement évident que si je voulais qu'il soit respecté dans ses besoins et si je voulais qu'il puisse exprimer ses besoins, il lui fallait absolument un moyen de communiquer, que j'ai cherché une orthophoniste qui était formée dans ce domaine et que c'est un peu un miracle, mais vous avez une pas très loin de chez moi. Donc je pense que ça a été vraiment une des premières professionnelles qui m'a fait du bien. Et puis une autre que j'ai envie quand même de citer, c'est l'ergothérapeute, qui est actuellement toujours l'ergothérapeute de Lazare. Et là, c'était la première professionnelle qui me disait c'est normal que vous n'en puissiez plus. C'est normal que vous n'arriviez pas à passer un seul coup de fil depuis 3 mois à la MDPH, je vais le faire. Et ça m'a fait un bien immense de sentir que quelqu'un comprenne que c'était difficile de passer un coup de fil ou de remplir 3 lignes sur un papier, en fait. Les moments les plus durs, les moments à l'hôpital, les moments de prise de sang, on n'arrive pas à la faire. En plein milieu de la nuit, où il y a 3, puis 4 infirmiers qui viennent, parce que chaque fois qu'ils ont essayé 3 fois, ils passent leur relais. Le milieu hospitalier, c'est compliqué pour moi. Je assurais toutes les hospitalisations pendant le temps que je l'allaitais, donc les 9 premiers mois. Et puis ensuite, pour les autres hospitalisations, j'avoue que j'ai un peu passé le relais à son papa, qui est moins mal dans le milieu hospitalier. Et du coup, j'y passais moins de temps après...
Et du coup, quand j'y allais, j'étais quand même plus disponible pour être mieux avec lui, quoi. Un gros fou rire bien cynique. Un jour au CHU, avec notre petit garçon qui devait avoir, je sais pas, de 10, 11 mois peut-être, couché dans son cosy, posé sur une table, pas attaché, ne bougeait pas. et avec son père, tout à coup, je lui dis « Ah, mais c'est super pratique que tu bouges pas, parce que comme ça, tu peux pas tomber, c'est drôlement pratique ça !» Et donc, on n'a plus qu'un gros fou rire. Je me suis pas mal réfugiée en fait dans l'humour un peu noir. Avec lui, ça me faisait du bien. C'est arrivé qu'il y ait des gens en face qui comprennent pas trop comment ça me faisait du bien, mais c'est vrai que moi, je me suis pas mal réfugiée là-dedans en fait. Alors, la scolarité de Lazare, quand il avait 2 ans, j'étais donc enseignante spécialisée et l'enseignante référente que je connaissais bien m'avait dit à l'époque, écoute, il y a un dispositif avec un nombre réduit d'enfants pour la scolarisation à 2 ans, profites-en, mets-le tout de suite dans cette classe-là, il profitera du petit effectif et après, tu sais pas comment ça se passera. Donc je l'avais inscrit. L'école était d'accord et puis on a fait une équipe de suivi de scolarisation avant la première scolarisation, ce qui je pense n'arrive pas très très souvent. Tout le monde était d'accord, donc on a fait un dossier MDPH, on a demandé un accompagnement qui a été refusé pour scolarisation prématurée, c'est écrit en toutes lettres. Donc à partir du moment où elle est ouverte à 2 ans, l'école, je comprends pas pourquoi pour le mien c'est plus prématuré que pour un autre. Donc il a été quand même scolarisé puisque l'école a accepté qu'on l'accompagne nous en tant que parents 2 fois par semaine. Donc, ensuite il a eu une AVS au mois de janvier. On l'avait fait quand même, donc il a une AVS. Et puis l'année d'après il a été scolarisé un peu plus de temps et ainsi de suite. Il a changé 2 fois d'AVS, il a changé de maîtresse plein de fois et il est toujours dans la même école, à l'école maternelle. Il est en 2e maintien de grande section de maternelle et maintenant il commence à faire des apprentissages plus scolaires. Donc je suis particulièrement fière et de lui et des maîtresses qui font un super travail et qui s'adaptent à lui alors que c'est vraiment compliqué pour elles parce que c'est complètement inconnu. Les premières plus belles rencontres, c'est par l'association nationale dont je parlais. Parce que on a commencé avec son papa par faire un week-end de formation avec une éducatrice sur les premiers conseils éducatifs. Je pense qu'il avait 3 ans à ce moment-là. Les premiers conseils éducatifs. Et en fait, on s'est retrouvés simplement avec d'autres parents à parler de sujets d'éducation pour nos enfants à nous. Du coup, j'ai fait plein d'autres belles rencontres. Beaucoup en montant l'association Affiche la couleur. Je pense que c'est les rencontres qui me tiennent le plus à cœur aujourd'hui parce que en fait, le plus difficile, je trouve, quand on a un enfant en situation de handicap, en dehors de tout ce dont j'ai parlé là, de son difficulté à cause de l'isolement, c'est surtout l'inadaptation du contexte. Et en fait, on se retrouve malgré nous en situation de lutte permanente pour avoir accès à des choses qui sont assez simples. Et en plus, on n'en lutte pas toujours contre des gens qui veulent pas. On lutte juste parfois pour que ces gens-là ils puissent. Donc l'association Affiche la couleur, pour moi, c'est d'abord avant tout une équipe, en fait, vraiment une équipe pour avancer sur ce chemin du bien-être, en fait, plus que de l'inclusion, parce que moi je vois, c'est vraiment pour moi la plus belle preuve par l'exemple, c'est mon fils qui est complètement épanoui dans un milieu ordinaire, de façon très adaptée. Voilà. Donc à la fois j'ai cette équipe de mamans surmotivées et qui sont prêtes à se soutenir les unes les autres pour que les choses avancent. Et à la fois je pense aussi aux autres mamans qui peuvent pas être là et à leurs enfants. Et voilà, ça je trouve que j'ai vraiment du mal à vivre à comprendre et à vivre cette injustice-là en fait. Ça m'a toujours paru comme ça, même avec mes anciens élèves. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse, cette différence entre ceux dont les parents pouvaient aller à la commission MDPH et puis ceux qui n'arrivaient pas à venir au rendez-vous à l'école.
Je trouve que la société doit beaucoup plus soutenir les parents pour que tous les parents puissent faire tout ça, en fait, d'une façon ou d'une autre. Ça a cassé toutes les barrières dans ma vision de l'être humain. Alors je l'ai vu dans ma façon de regarder les enfants, parce que je travaillais avec des enfants qui en plus étaient en difficulté. Avec le recul, je me rends compte que j'avais encore des limites. Je pense que je m'en mets encore des limites par rapport à lui, et je m'en mettais encore jusqu'à il y a 15 jours en me disant non, je peux quand même pas encore dire que je vais lui apprendre à lire. Je peux pas dire ça. Je vais lui apprendre des lettres. J'explique aux gens que c'est super déjà de connaître 2 lettres dans sa vie et que déjà c'est quelque chose d'énorme. Mais en fait, je fais ça plus pour ménager les gens, mais j'ai peur de leur faire peur. Ça, c'est pareil, petit à petit, j'assume aussi de plus en plus ça. Mais malgré tout, c'est pas si simple que ça. La plus belle chose, c'est ça, c'est de croire en l'humain jusqu'au bout et de pas, de chercher chez chaque personne ce qu'il a de chouette, quoi. Je pense que ça m'a apporté ça. Et Lazare aujourd'hui, donc il est en grande section de maternelle, en 2e maintien. Et aujourd'hui, après surtout en fait, après je sais que en primaire c'est plus compliqué. Je parle pas forcément de façon générale. Il y a beaucoup de paramètres qui doivent rentrer en ligne de compte pour que l'inclusion d'un enfant qui parle pas, qui se déplace pas facilement et tout ça soit possible en primaire. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut avancer à coup de formation, de sensibilisation, qui sont pas faites. Donc je pense que la société, en tout cas actuellement au niveau local, autour de nous, n'est pas prête pour que Lazare aille en école primaire et y apprenne des choses, en tout cas de façon évidente. Les solutions qui nous sont proposées, j'ai toujours envie de mettre des guillemets à solutions. Les solutions qui nous sont proposées vont contre ce qui fonctionne actuellement, parce que c'est loin. La première chose, c'est parce que c'est loin, ce qui veut dire qu'il sera plus au contact des enfants qui le connaissent très bien depuis la toute petite section maternelle, et tout notre projet pour lui, c'est une vie épanouissante, et il nous semble que pour ça, il a besoin d'une vie sociale qu'il a, et qu'il a besoin d'apprendre, et il apprend. Dans la mesure où il a tout là où il est, je ne vois pas pourquoi on essaierait de tout changer. Et d'autant plus que cette vie sociale, je pense qu'il faut absolument qu'elle soit constante et durable, parce que je sais la réticence qu'il peut y avoir par rapport au handicap, et que je sais très bien que les copains qui le connaissent aujourd'hui à 7 ans et demi, s'ils ne le voient pas pendant 10 ans, et ben quand ils le reverront dans 10 ans, ils ne le connaîtront plus, et ils découvriront un jeune homme handicapé, point.